le peuple iranien, ils en appellent au président Macron, au président Biden, aux dirigeants du G7. Ils leur demandent de s'unir et d'isoler la République islamique, tout comme ils ont isolé Poutine. Le peuple iranien demande aux dirigeants des pays démocratiques de mettre dehors les diplomates de la République iranienne. Est-ce que c'est possible? Il y a déjà des sanctions contre l'Iran. Il n'y a pas des sanctions, il y a des sanctions totales sur l'Iran. L'Iran est le pays le plus isolé du monde, en quelque sorte. Ce n'est pas encore la Corée du Nord, mais le fait de proposer de retirer, par exemple, les diplomates, de rompre la relation diplomatique, fait que le tout petit lien qu'il y a encore pour savoir ce qui se passe en Iran aurait été rompu. On laisse les militants iraniens, les femmes iraniennes, les jeunes et les mouvements dynamiques tout seuls, sans aucun témoin. Corée du Nord. Est-ce que c'est une aide à apporter aux manifestants? C'est exactement le contraire. Les moyens de pression, tout le monde est d'accord là-dessus, il faut exercer des moyens de pression. Mais il y a des pressions pour l'instant qui sont symboliques. Leur faire de grandes déclarations disant « je condamne l'Iran, les mollahs sont très méchants et les gardiens de révolution extrêmement méchants », ça ne fait que renforcer la conviction des dictatures. Par contre, multiplier les rapports de force, et c'est là que du point de vue économique, politique ou militaire ou autre, il faut envisager tous les moyens d'être sur le terrain, de voir ce qui se passe. Il n'y a pas de journalistes en Iran, ou très très peu, ils sont tellement contrôlés, pas d'universitaires. Ma collègue Fariba Delra est en prison depuis 2 ans et demi. Donc, il faut au contraire multiplier les moyens de pression, et pour ça, il faut être quelque part au charbon, il faut être sur place. Et ce n'est pas en se retirant du front qu'on combat un adversaire, c'est en étant face à lui. Et donc les propositions qui sont faites, notamment depuis Washington, depuis Paris, par certaines personnes qui disent coupons les ponts, ils sont déjà coupés les ponts. Ce qu'il faut, c'est rétablir les ponts pour pouvoir justement faire pression sur un gouvernement qui, on le sait, n'est pas particulièrement démocrate. Oui, cette militante, Arlette, a lancé un appel à Emmanuel Macron, justement, pour faire pression sur le régime iranien, mais les marges de manœuvre, on l'a compris, sont quand même très compliquées. Oui, on sait que le président de la République a reçu des femmes à l'Élysée il y a à peu près 3 semaines. Il les a longuement écoutées. Certaines, d'ailleurs, avaient exprimé un peu leur surprise quand on avait vu le président à New York serrer la main du président iranien Raïssi. Il y avait eu une espèce d'incompréhension. Donc, il y a eu une explication. Mais on voit bien à quel point aussi c'est important d'être présent sur place. Le président de la République, aujourd'hui, dans le Parisien, souligne qu'il y a 7 Français qui sont détenus en ce moment en Iran sous des prétextes différents. En gros, ils sont accusés d'espionnage et il dit à quel point, effectivement, non seulement la France est décidée à continuer à faire pression sur le régime, aussi pour obtenir d'abord des visites à ces détenus. Donc c'est vrai que partir, on ne peut pas abandonner non plus ceux qui sont aujourd'hui en prison. Après, continuer des pressions sur le régime, c'est vrai que c'est difficile compte tenu que toutes les sanctions sont effectivement déjà là. Mais soutenir effectivement le combat non seulement des Iraniennes, mais aussi des Iraniens, est aujourd'hui essentiel. Et à propos des femmes, je trouve toujours que les militantes féministes françaises n'en font vraiment pas beaucoup. Oui. Pas assez, en tout cas. Il est certain que sur la question des femmes est évidemment centrale, surtout maintenant. On est au-delà, mais c'est symbolique, c'est important. Symboliquement, il n'y a pas grand-chose n'est fait parce qu'ils ne savent pas trop comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, etc. Il y a donc, même politiquement, en dehors de quelques déclarations symboliques, personne ne s'intéresse. Et le dossier ukrainien dont vous parlerez tout à l'heure est autrement plus présent, effectivement, dans la politique, chez les partis politiques. Mais ce qui se passe en Iran est assez intéressant parce que, concernant les sanctions, justement, et leur efficacité, il faut bien voir ce qui se passe aujourd'hui en Iran. C'est le résultat des sanctions imposées par les États-Unis qui ont déchiré l'accord sur le nucléaire en 2018. En 2015, un accord était signé pour que, le nucléaire iranien soit sous contrôle, ce qui est quand même très important parce qu'une bombe atomique, ce n'est pas rien. Deuxièmement, permettait que l'Iran soit ouvert sur le plan économique. Et on a vu les entreprises européennes, notamment, commencer à partir en Iran. Ça s'est arrêté tout de suite, quelques années plus tard. Autrement dit, tout l'espoir qu'il y avait a été arrêté, et l'espoir que l'ouverture économique provoquerait une ouverture sociale et éventuellement une ouverture politique, un chemin vertueux, a été arrêté. Et Trump a eu les sanctions imposées par Trump qui sont totales, parce que les Européens sont bien obligés de suivre. La conséquence a été très intéressante. Le nucléaire iranien est parti à toute vitesse, les Iraniens disant on n'est plus contrôlé, on fait ce que l'on veut, et aujourd'hui, il y a un vrai danger sur le plan du nucléaire. Deuxièmement, il a écrasé économiquement les Iraniens, la classe moyenne iranienne, qui espéraient travailler, vivre bien, et ensuite avoir des revendications sociales, etc., sont paralysés aujourd'hui, ne manifestent pas parce que la crise économique est tellement importante qu'ils n'osent pas, ils ont peur de manifester. Et troisièmement, chose intéressante, il a éliminé tous les réformateurs iraniens pour laisser le tapis rouge aux plus intégristes, aux plus radicaux, qui actuellement tapent sur les femmes et les jeunes. Autrement dit, les sanctions imposées par Trump ont abouti à une impasse et au fait qu'il y a 300 morts
et 15 000 arrestations, et ce n'est pas fini. Donc, il faut revoir un peu la politique, effectivement, d'engagement et de pression. Les sanctions, c'est très important. Lesquelles, comment les appliquer. Les discours depuis Paris ou Washington un peu péremptoires sont naïfs parce que c'est en fait une façon symbolique qui ne répond pas à la gravité du problème. Thomas Friand, on voit les difficultés de la politique de la rupture qui, pour l'instant, n'a pas montré son efficacité. C'est grâce au courage des manifestantes et des manifestants que le régime des Mollahs commence un petit peu à bouger. Oui, c'est ça qui est très frustrant en relations internationales, si j'ose dire, c'est qu'on est à la fois obligé de s'intéresser à la vitalité du corps social du pays étranger dont on parle, qui est le premier acteur de la situation. Quant à la politique étrangère, notre appareil diplomatique, il doit composer avec deux éléments qui ne sont pas forcément homogènes. Le corps social, qui a ses intérêts, ses moments d'ébullition et aussi ses moments de tension, puisque, M. Hurkacz l'a dit très bien, les classes moyennes écrasées par les sanctions ne sont pas encore rentrées dans cette logique de contestation. Donc, doit composer à la fois avec le corps social et avec le régime qui, pour l'instant, tactiquement lâche du lest, mais n'a pas vacillé du tout, et sur lequel reposent nos intérêts, l'intérêt de nos compatriotes, qu'ils soient journalistes ou chercheurs, ou avocats pour certains, qui sont en effet tenus dans des geôles de façon totalement arbitraire, et évidemment pour certains d'entre eux dans des conditions totalement inhumaines. Et puis de façon plus générale, l'enjeu stratégique, qui est la prolifération nucléaire, parce que, M. Hurkacz l'a rappelé à l'instant, la rupture du fameux JCPOA, l'accord de non-prolifération qui avait été passé grâce à un travail diplomatique de très longue haleine mené par à la fois les États-Unis, la Russie, l'Union européenne pour faire en sorte que l'Iran mette un terme ou en tout cas crée un cadre de confiance sur son programme nucléaire. Si ça dérape, et c'est en train de déraper, on le sait, c'est de nature à déstabiliser la totalité d'abord de la région, avec des dynamiques complètement différentes avec Israël et l'Arabie Saoudite. Et on a vu ce que on a vu avec la guerre en Ukraine, ce que la déstabilisation d'une région sous la forme d'une guerre directe ou de conflits par proxy est de nature à produire comme effet dévastateur sur les prix, sur l'inflation, etc. Je pense que personne au monde n'a intérêt à ce qu'un deuxième brasier s'enflamme, puisqu'on le sait, concrètement, si le régime iranien arrivait à son objectif de mettre au point une arme nucléaire, les réactions de l'Arabie Saoudite seraient immédiates, la façon dont d'Israël serait immédiate, et la réaction de l'Arabie Saoudite serait probablement très alarmiste pour nous aussi, dans des conditions où on n'a pas du tout intérêt à ce qu'un deuxième partenaire très important bascule. Voilà pourquoi les États-Unis et Israël surveillent attentivement ce qui se passe en Iran. Bernard Hurkacz, vous le disiez, le régime planche également sur une modification de la loi sur le port du voile et aussi sur la chasteté. Alors, quand on dit modifier, dans quel sens faut-il interpréter? Est-ce que ça peut être un assouplissement ou est-ce qu'au contraire, un durcissement dans le code vestimentaire imposé aux femmes? Nul ne le sait pour l'instant, puisque la commission va se réunir et ils vont commencer à travailler demain. Mais on peut craindre que ce soit quelque chose d'assez cosmétique. Et on voit mal comment, vu les rapports de force qu'il y a en Iran, où il y a des gens qui sont convaincus qu'il faut porter un voile, qu'il est normal qu'une femme soit mariée à 15 ans, fasse la cuisine et les enfants, cette tendance conservatrice, elle existe, elle est très forte. Donc ces gens-là resteront encore là. Donc, vu les rapports de force qu'il y a en Iran, on y a peu de choses à attendre. Cela dit, il peut y avoir des choses cosmétiques intéressantes et toujours bonnes à prendre. Cela dit, ces éléments-là sur le port du voile, c'est symbolique, c'est très important, un symbole, ce n'est pas la réalité. Et la réalité, on vient d'en parler à l'instant, la question du nucléaire en particulier est aujourd'hui une question majeure. Les manifestations en Iran, ce n'est pas pour ou contre le nucléaire, c'est très loin de ces questions-là. Ce n'est pas la question d'économie, elle est là, mais ce n'est pas l'objectif immédiat. C'est la vie et la vie de tous les jours. Cela dit, les questions économiques existent, les questions de nucléaire existent. Et ces deux questions-là risquent d'écraser le mouvement social. Imaginez ce que vous disiez tout à l'heure, et on est au bord de cela aujourd'hui. Pendant que nous discutons aujourd'hui, les centrifugeuses tournent à Fordo et à Natanz, et elles ont refait 300 grammes d'uranium enrichi à 70% à la fin de notre entretien. Ça va atteindre très rapidement des niveaux inacceptables en matière de pourcentage d'enrichissement et de quantité. Et les Iraniens vont dire, voilà, nous avons aujourd'hui la quantité d'uranium nécessaire pour faire une bombe atomique. Ça sera un boom politique virtuel, parce que la bombe n'est pas encore là.
Mais un pôle politique exceptionnel, comme on le disait, Israël ne sera pas insensible à cet argument, les Saoudiens non plus, les Égyptiens, personne ne sera sensible à cela. Et donc, cette réalité va s'imposer à tout le monde. Et qui, dans cette hypothèse-là, va soutenir les femmes iraniennes pour leur histoire de voile, de statut? Personne. Autrement dit, la question du nucléaire risque d'écraser le mouvement social en gros. C'est pour cela que, évidemment, pour discuter de cela, pour arrêter cela, il faut aller voir M. Raïssi, il faut discuter. Mais comme disait le président Macron, il faut aussi, les diplomates sont là pour discuter avec nos adversaires. Il faut accepter le combat. Serrer la main éventuellement d'un négociateur pour lui dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Encore faut-il le voir et lui parler. Et donc, je vois personnellement un très grand danger pour le mouvement en question et la dynamique d'un changement éventuel de la loi en Iran, de la crise du nucléaire, ça va s'imposer à tout le monde, hélas. Et je crois que notre devoir ici en France est certainement de soutenir le combat des femmes iraniennes, et c'est un beau principe qui ne mange pas de pain. Par contre, faire en sorte que nos gouvernants prennent au sérieux cela pour justement protéger notre sécurité, mais aussi la dynamique sociale en cours en Iran, c'est un enjeu, ma foi, qui vaut la peine d'être tenté. Vous restez avec nous, Bernard Hourcade. Dans ce débat, nous a rejoint Dorna Javan, doctorante enseignante en sciences politiques. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Pour vous, que signifie l'abolition de la police des mœurs, l'annonce de la modification de la loi sur le port du voile? En fait, il faut analyser dans deux faces cette histoire. C'est vrai, en fait, l'annonce a été publiée hier soir et été confirmée aujourd'hui par Ayatollah Montazeri, qui est procureur général. Et donc, surtout, il a affirmé que cette mesure n'était pas mise en place, n'est pas liée directement, ou c'était pas une mesure mise en place par le système judiciaire. Mais il a confirmé que il a annoncé lui aussi la suppression des polices de mœurs, mais sauf qu'en fait c'est une réponse limitée pour une seule revendication qui était une revendication initiale de ce mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire au départ c'était un mouvement, on pouvait dire c'était une situation insurrectionnelle qui s'est développée, qui s'est transformée finalement vers un mouvement révolutionnaire et qui a pu s'articuler avec plusieurs d'autres revendications, plusieurs d'autres causes. Et donc c'est l'une des revendications, même au départ aussi il y avait certains qui parlaient à si régime, tout d'un coup, ils répondent l'abolition de police de mœurs, mais on ne va pas s'arrêter. Ça, c'était beaucoup clair, en fait, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une réponse très limitée, mais est-ce que ça peut permettre, peut-être pendant quelques jours, pendant quelques semaines, aux femmes iraniennes de respirer? Est-ce que c'est pas la garantie, mais un geste qui montre qu'elles seront laissées tranquilles pendant quelques temps sur la question du voile? Non, déjà, en fait, on est un peu des infos là-dessus que les femmes, ils respectent pas vraiment ces mesures d'une manière en fait, et aussi, il n'y a pas autant de répression en ce moment sur les questions justement d'hijab parce qu'en fait, il y a plusieurs mouvements dans plusieurs endroits, surtout le régime. Ça montre en fait l'inquiétude du régime, c'est-à-dire même si c'est une réponse un peu limitée, mais d'autre part, on peut voir qu'après 43 ans, pour la première fois, ce régime donne une réponse. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est une recul significatif de ce régime. On connaissait bien, en fait, de sa nature et ça montre aussi l'inquiétude du régime. Mais est-ce que ça va contenter la population? Bien sûr que non, parce que presque 460 personnes ont été tuées, plusieurs des 18 000 personnes ont été arrêtées, même si les chiffres ne sont pas officiels, mais ce sont des chiffres qui tournent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais je ne pense pas qu'en fait, parce qu'il y a d'autres revendications, les revendications pour des causes économiques, politiques, environnementales, et aussi surtout pour les questions des minorités nationales, qui est très forte. Et l'inquiétude du régime revient après ces 2 dernières semaines à cause des événements qui est arrivé au Kurdistan et aussi à Baloutchistan, qui étaient fort réprimés. Et donc, moi, je pense que ça ne va pas contenter une grande partie de la société, mais peut-être pour une partie de opposants